Voilà, les gens de YouTube. Depuis que je suis rentrée chez mes parents pour l'été, j'ai voulu me remettre à l'aquarelle. Enfin, me remettre. Non, en fait, j'ai voulu m'y mettre parce que j'en avais jamais vraiment fait. J'avais essayé juste comme ça il y a très longtemps et je n'ai tout simplement pas voulu poursuivre l'aquarelle pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que tout le monde fait déjà, parce que c'est à la mode, parce que ça fait joli, parce que peindre des paysages à l'aquarelle dans la nature ou dans la ville ou quoi, c'est super pratique, t'emmènes tes aquarelles avec toi et tout, et c'est super beau, donc oui, c'est à la mode, tout le monde en fait. Enfin, je dis tout le monde, oui, c'est un petit peu exagéré de dire ça, enfin, c'est façon de dire que beaucoup de gens en fond. Et je me suis juste régalée à faire de l'aquarelle. Ça m'a un peu quand même amené à me poser des questions. Pourquoi je me suis pendant tout ce temps interdit à faire de l'aquarelle ? Parce qu'en soi, j'avais le choix et je pouvais très bien en faire, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vraiment moi, en mon fort intérieur, que je me suis dit non, faut pas que je fasse de l'aquarelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais être originale, parce que je voulais pas faire comme tout le monde. J'ai un tout petit peu modifié le champ de mon cadre parce que sinon, cette sous-exposition, c'est juste pas possible. En fait, ce que j'avais pas encore compris et que ce que les autres ne comprennent pas forcément, c'est que c'est pas parce que je fais de l'aquarelle que je vais forcément faire la même chose que tout le monde. Et il y a une bonne raison à ça, c'est le sujet de toute ma vidéo, c'est que j'inscris mon travail dans une démarche globale et que c'est pas juste de l'aquarelle pour faire de l'aquarelle. C'est que tout mon travail est basé sur une thématique ou sur une identité visuelle qui m'intéresse et que j'ai envie de travailler sur de nombreuses années. Et mes peintures à l'aquarelle s'inscrivent dans cette démarche-là. Parlons-en un petit peu. Une démarche artistique, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Quels sont ses potentiels avantages et s'il y en a, ses potentiels inconvénients ? Et la potentielle différence aussi avec les représentations classiques qu'on a d'un artiste. En général, quand on pense au mot artiste, on va penser à un artiste peintre, un musicien, un photographe, enfin à une personne, enfin un artiste qui a une spécialité en fait, un médium de travail précis dont il ne sort pas. Si on va dans un musée et qu'on va voir par exemple, je sais pas, les peintures de Kandinsky, on pense tous à Kandinsky et on se dit quel peintre super, machin. Et donc pour nous, Kandinsky, c'est un peintre. Or, c'est beaucoup plus que ça, puisque Kandinsky a également rédigé des essais sur la peinture. Donc peintre, oui, mais pas seulement, il est aussi théoricien. Au-delà de la manipulation des couleurs et des pinceaux et des tubes de peinture, c'est aussi la manipulation des mots et du langage que Kandinsky travaillait. Et oui, c'est également une forme d'art. Bien sûr, Kandinsky dans sa vie n'a pas fait que de l'abstraction, mais sa démarche globale, dans toute sa vie, est basée sur la recherche de l'abstraction. Le côté donc cool d'une démarche artistique, c'est qu'on n'est pas obligé de se cantonner à un seul médium artistique et qu'on peut varier les plaisirs. On peut tout aussi bien faire de la gravure, de la sculpture, de la poésie, travailler le verre, travailler la peinture, je sais pas, jouer du djembé ou je sais trop quoi, à partir du moment où ça te correspond et c'est juste un domaine que tu as envie de travailler. Bon, alors vu comme ça, on sort un peu des schémas classiques de l'artiste vu par le grand public et ça peut dérouter un petit peu. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui caractérise l'univers, la démarche artistique de l'artiste ? Alors désolée, je risque de paumer encore plus le grand public qui est déjà paumé par rapport à la première définition de l'artiste. Mais des caractéristiques, il y en a plusieurs et je pense qu'il y en a presque autant qu'il y a d'artistes. Ouais, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. On va essayer de les regrouper en catégories. Alors déjà, pour tout ce qui est art visuel, il y a l'identité visuelle. Si on dézoome un peu le travail de l'artiste et qu'on regarde la totalité de son travail comme un feed Instagram, qu'est-ce qu'on voit ? Je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais j'ai le droit à un concert d'oiseaux derrière moi. C'est juste waouh. Ça peut tout aussi bien être un style, ça peut être du surréalisme, du figuratif, du réalisme, de l'abstrait, ça peut être tout un mélange de styles qu'on retrouve en tout cas dans l'histoire de l'art. Ce qui est génial, c'est que des styles auxquels on peut se référer, il y en a énormément. On peut même mélanger les styles, faire un peu notre petite cuisine, notre petit mélange de styles artistiques historiques. Mais plus factuellement, sans trop analyser ce qu'on voit, il y a aussi les formes, les couleurs. Parce qu'on a plutôt tendance à utiliser des couleurs vives, du noir et du blanc, des couleurs pastel,
Est-ce que ça va être plutôt des tons un peu sépia, ocre, terre? Est-ce que ça va être une couleur unie aussi? Au niveau des formes, est-ce que ça va être plutôt des formes organiques, des cailloux, des feuilles, ce côté un peu naturel, voilà, des plantes? Est-ce que ça va être plutôt des formes géométriques, triangles, carrés, des formes un peu parfaites? Il y a aussi la texture, la matière qu'on va avoir. Et que ce soit en 2D ou en 3D d'ailleurs. Est-ce que ça va être plutôt lisse, granuleux, rugueux? Est-ce que ça va être plutôt des superpositions de couches? Ou au contraire quelque chose de très vaporeux, de liquide, de l'eau, du minéral? Il y aura toujours des exceptions à un moment donné, en tout cas il y en aura dans la majorité des cas d'artistes, mais sans vraiment se focus sur ces exceptions-là, vraiment en regardant la globalité du travail de l'artiste. Qu'est-ce qu'on observe? D'ailleurs, je me dis que l'identité visuelle finalement, au-delà justement des arts visuels, ça peut très bien aussi se retrouver dans de la performance, dans de la chorégraphie ou de la danse, dans des arts olfactifs ou des arts auditifs. Dans tout ce qui va être auditif, donc la musique, on va avoir tous les styles musicaux, et je pense que même sans trop de culture musicale, on en connaît quand même pas mal. On est capable de repérer les sons qu'on entend, peut-être de reconnaître des instruments aussi. Certains instruments ou certaines sonorités qui vont être un peu douces, légères, aiguës, ou d'autres au contraire qui vont être cassantes, d'autres qui vont être très graves. Je pense à ces fameuses basses en électro que j'adore, qui font tout trembler. Tu les entends presque pas, mais tu sens qu'elles font tout trembler. Ça aussi, ça fait partie justement de l'identité visuelle d'un art. Enfin, de l'identité auditive du coup. Mais bon, tu m'as compris. Pareil pour l'odorat, est-ce que ça va être des odeurs un peu légères, un peu vaporeuses, qui te chatouillent le nez juste comme ça, ou au contraire des odeurs qui vont être très prenantes, qui vont être peut-être très dures, peut-être que c'est des odeurs qui vont puer. Pour ce qui est des chorégraphies et des performances, là tu vas tout avoir. Potentiellement dans les performances, tu peux avoir l'interaction de la personne avec des objets. Donc là, les objets, on reste quand même dans le milieu du visuel. Donc pareil, de quel type d'objet s'agit-il et quelle interaction la personne a avec ces objets ou les personnes? Est-ce que ce sont des chorégraphies à plusieurs? Est-ce que c'est une danse seule? Est-ce que les personnes sont très maquillées? Quels costumes elles portent? Quels mouvements elles font? Parce que tout le corps est pris justement dans la performance, et c'est intéressant justement de regarder quels sont les mouvements. Est-ce que c'est des mouvements qui sont très bruts? Est-ce que c'est des mouvements qui sont très légers? Est-ce qu'il y a des portées en l'air? Est-ce qu'il y a des arabesques? Et alors toutes les chorégraphies et toutes les performances ne sont pas forcément en musique, mais ça peut arriver. Ça arrive quand même assez souvent. Donc c'est quand même bien aussi de pouvoir écouter quelle est la musique de fond il y a derrière. Parce que c'est quand même finalement porteur d'un message. Si c'est des mouvements un peu vaporeux, très légers, et que derrière t'as des grosses basses derrière, ou alors une musique vraiment genre une musique, je pense à de la musique classique, des musiques un peu tragiques, ou des musiques on dirait qu'il va y avoir un malheur, tu vois, t'as la tension, tu sens qu'il y a un truc qui va arriver. Ça va pas du tout être le même message que si c'est une musique qui au contraire est très léger, où on va entendre du triangle, des petites notes comme ça un peu légères, un peu comme une pluie de belles notes qui découlent comme ça, qui serait un peu plus raccord avec la danse qui est en train d'être faite. Enfin, passons. Au-delà des identités visuelles, olfactives et auditives, il va y avoir les matériaux qui sont utilisés. Et pour le coup, c'est pareil, tout type d'art confondu. Oui, à mon goût, c'est même valable pour l'écriture. Parce que à partir du moment où tu écris sur un beau papier, genre je sais pas moi, du papyrus à la plume, et où tu écris à l'ordinateur avec ton clavier, ça véhicule pas du tout le même message. Et c'est pour ça, à partir du moment où on est dans une expo, même si c'est, je sais pas, un truc classique, une exposition de peinture, tu vas regarder, moi je trouve intéressant de regarder quelle est la technique. Est-ce qu'il y a des matériaux particuliers utilisés? Dans mon cas, j'aime beaucoup utiliser du sulfate de cuivre pour faire mes peintures. Enfin, quand je dis du sulfate de cuivre, c'est vraiment en poudre. Et j'adore qu'on sache justement que j'ai mis ça dans mes peintures, parce que c'est aussi ce qui fait leur spécificité et leur singularité. C'est juste un exemple. C'est valable pour les arts visuels, mais aussi pour les arts auditifs. Je repense à cet étudiant pendant un concert qui avait, en fait, il a fabriqué une batterie. En fait, il a fabriqué avec des matériaux de récupération. Il y avait des tuyaux, il y avait une vieille derbuka à péter, il y avait des boîtes de conserve, que des matériaux récupérés, et il tapait dessus avec une espèce de tatane, une sorte de, je sais pas, je crois que c'était une semelle de chaussure, et ça donnait un son, mais c'était juste dingue quoi. Et c'est un son que t'es, je pense, incapable de reproduire avec un instrument, je sais pas, classique. En tout cas, c'est pas du tout des instruments qu'on retrouvait dans une batterie classique. Ça fait partie de la démarche artistique de cet étudiant. Bien sûr, quand je parle d'art auditif, je ne parle pas forcément de musique classique, vous vous en doutez. Que ce soit avec un instrument de musique qui a été fait pour ça, que ce soit avec n'importe quel type de matériau avec lequel tu veux faire du son, que ce soit avec ta voix, quel que soit le matériel que tu utilises pour faire du son,
ça reste un art auditif. Enfin, tout dépend de ce qu'on qualifie d'art. Après, ça, c'est un autre débat. Si tu demandes à des enfants de lire un poème, le résultat sera pas le même que si tu le fais lire à ton grand-père ou à ta grand-mère, ou si tu le fais lire à quelqu'un qui est complètement bourré, qui vient de se réveiller, qui a une gueule de bois et qui a une voix de crécelle. Bon, alors c'est pas quelque chose qu'on précise toujours dans nos démarches, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément demandé par le spectateur. Parce qu'il y a un côté un peu finalement magique dans le fait de pas savoir justement ce qui a été utilisé. Il y a des gens qui le demandent, et donc à ce moment-là, ça peut être chouette justement d'en parler comme ça vite fait, sans forcément expliquer tout le processus de création, mais au moins dire ce que tu as utilisé. Et justement, c'est là que les gens peuvent se dire oh, mais comment t'as fait, ou enfin d'un seul coup, d'autres questions peuvent se poser. Ça peut susciter un intérêt ou réveiller une curiosité. Après, toujours pareil, dans ta démarche, tu peux utiliser toujours le même matériau, libre à toi, mais ce n'est pas obligatoire. Ça m'amène d'ailleurs au troisième aspect de la démarche, de l'univers artistique d'un artiste, c'est les thématiques. L'identité visuelle que tu as, les matériaux que tu choisis pour créer, tout ceci peut s'inscrire dans une ou plusieurs thématiques de travail qui réalise l'entièreté de ton univers artistique. Alors c'est effectivement dans ce cas-là qu'il est un peu plus délicat pour moi d'en parler, puisqu'il y a autant de thématiques de travail qu'il y a d'artistes. Pour vous donner un exemple, je m'intéresse au lien entre les arts et les sciences. Ça, c'est vraiment les grands mots, les gros mots même, parce que ça veut tout et rien dire. Et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien, c'est parce que ça donne une idée au spectateur sans vraiment lui donner une idée. Je pourrais tout aussi bien me concentrer sur le lien entre les arts et les mathématiques que le lien entre les arts et la chimie, ou la physique, ou la biologie. Je ne suis pas scientifique de formation et je n'avais pas forcément envie de choisir de spécificité et j'ai choisi de ne pas en choisir pour l'instant. Et chacun de mes projets peut porter justement sur une de ces différentes petites thématiques. Une fois par exemple où j'ai écrit une nouvelle, j'avais choisi d'utiliser les mathématiques comme langage, donc je me suis un peu concentrée sur cette thématique-là et j'ai fait un peu des recherches aussi sur les différents symboles mathématiques. Quand je fais une série de peintures sur les éléments chimiques, je me concentre uniquement sur les éléments chimiques. Ça va être sur leur histoire, sur leur utilisation dans l'industrie, sur leur quantité qui existe dans l'atmosphère, dans l'univers, j'en sais rien. Et comme à côté de ça, j'ai quand même une identité visuelle qui est particulière, en ce sens que j'aime beaucoup les couleurs et surtout les couleurs vives. Donc en fait, la plupart de mes créations sont hyper colorées. J'aime beaucoup les matières minérales, les cailloux, tout ça. Donc je vais être vachement concentrée sur des formes un peu organiques de ce type. Finalement, on retrouve quand même un peu ma propre identité, mon univers si vous voulez. L'avantage de tout ça, c'est que du coup, je suis presque complètement libre de faire un peu ce que je veux, parce que je suis libre de choisir les matériaux qui m'intéressent, de choisir les thématiques de travail qui m'intéressent. Dans mon cas, c'est quand même dans le cadre d'une grande thématique et j'ai un petit peu fait exprès, du fait justement d'avoir cette espèce de grande thématique de travail qui donne un peu les grands mots de ce sur quoi je travaille, je peux varier les plaisirs. Et je peux bien évidemment varier les médiums artistiques. Étant donné que je suis en début de carrière, je suis jeune, je suis encore étudiante aux Beaux-Arts, donc ça veut dire que j'ai quand même la possibilité, l'opportunité de tester plein de médiums différents, de la lithographie. Oui, je parle beaucoup de lithographie parce que j'aime beaucoup ça. La gravure, j'ai testé la sérigraphie, j'ai soufflé du verre une fois dans ma vie et j'ai envie de le refaire, j'ai envie de peindre, j'ai envie de couper du bois et de faire mes châssis. Enfin, j'ai quand même envie de tester énormément de choses. Donc forcément, oui, ça va évoluer à un moment donné et je suis entièrement d'accord avec ça, mais on reste quand même finalement dans une identité visuelle et dans une démarche globale qui est cohérente. Et justement, l'inconvénient de ça, c'est que à partir du moment où tu veux faire quelque chose qui a complètement rien à voir avec ce que tu faisais avant, ça va pas être cohérent et ton public va se poser des questions. Alors je dis que c'est un inconvénient. Non, pas forcément en fait, parce que si je prends l'exemple de François Kupka. Alors, il était peintre, donc déjà ça donne un peu une idée de ce qu'il faisait, mais j'imagine qu'il n'a pas fait que ça non plus, mais on le connaît pour ça. Il n'avait pas de thématique de travail précise et il passait un peu du coq à l'âne tout le temps. Et alors ça fait que du coup, on ne connaît pas forcément lui, parce qu'on connaît des artistes, je sais pas, par exemple, ça a été soi-disant un des premiers à faire de l'art abstrait, si ce n'est le premier. Kandinsky est arrivé après lui. Or, c'est Kandinsky qui a été dénommé comme étant le premier peintre abstrait, alors que Kupka, il était là avant lui, quoi. Mais quelque part, sa démarche à lui, c'était de pas vraiment avoir de démarche.
Donc en soi, pourquoi pas. D'ailleurs, ça veut un petit peu rien dire, cette notion d'incohérence dans ton travail, parce que tu peux faire quelque chose. Je peux reprendre mon exemple de moi avec de l'aquarelle. Je n'ai jamais fait d'aquarelle de ma vie et ça n'a jamais vraiment fait partie de mon travail avant que j'en fasse aujourd'hui, maintenant. Je sais que si je le montre, par exemple, à ma communauté Instagram, on va juste me dire « Mais attends, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Pourquoi tu te mets à faire ça tout d'un coup ?» Alors oui, sur le moment, ça paraît bizarre, mais en fait, quand on prend un petit peu de recul et quand on regarde ce que j'ai fait peut-être par exemple 2 ans en arrière et quand on regardera ce que je ferai peut-être 2 ans plus tard et qu'on dézoome tout ça et qu'on met tout ensemble, on se rendra compte que non, c'est pas si différent de ce que je fais d'habitude. Je parle de moi, mais bien sûr, c'est pas valable que pour moi, c'est valable pour tout, peut-être pour toi, pour d'autres artistes également. Alors oui, il est possible qu'à des moments, certaines personnes ne comprennent pas le process artistique d'un artiste, ou en tout cas le travail qu'il est en train de faire sur le moment, et il est possible qu'on ne comprenne pas le travail que tu es en train de faire sur le moment, et il est possible aussi qu'on se dise, que tu te dises également que ce que tu es en train de faire sur le moment, tout le monde l'a déjà fait, mais alors pourquoi je fais ça, pourquoi je démarre ça, enfin c'est tellement dommage, j'avais déjà une technique artistique avant qui me plaisait bien, mais finalement j'ai décidé d'arrêter parce que peut-être pour le moment j'ai envie de changer un peu, j'ai envie de tester autre chose. C'est pas grave. On a tout à fait le droit en fait de changer et peut-être de vouloir tester de nouvelles choses, c'est tout à fait normal. On est des êtres humains, on est curieux et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que quelque part, vouloir être artiste, vouloir créer des choses, c'est génial pour autant qu'on s'éclate à les faire. C'est un peu le souci, je pense aussi, de certains artistes à succès, c'est-à-dire qu'ils ont eu un succès sur une œuvre, donc je sais pas, peut-être qu'elle s'est vendue des millions, j'en sais trop rien, et du coup ça a fait qu'ils ont eu un succès interplanétaire, j'en sais rien, un succès mondial. Et ces artistes-là, en fait, plus ils vieillissent et plus en fait ils essayent de retrouver cet ancien succès, justement en refabriquant toujours plus ou moins la même chose, en faisant des répliques, en le repostant 1 milliard de fois sur Instagram. Et c'est dommage parce que du coup, tout le jeu, tout le côté justement, le côté pas seulement le succès, mais la beauté en fait de son travail, elle se perd. Tu le sens en tant que spectateur qu'il n'arrive pas à se renouveler et qu'il est en déclin. Donc en vrai, si tu as un élan créatif, si d'un seul coup tu as envie de créer quelque chose, je sais pas, avec un médium que tu n'as jamais testé avant, mais que tu l'as jamais testé et puis tu sais pas trop si tu vas être bon avec, mais en plus tout le monde l'utilise déjà, donc pourquoi tu l'utiliserais? C'est pas grave, vas-y, teste-le et puis on verra après. J'ai un tout petit peu retourné mon écran parce qu'il y avait le soleil qui passait, du coup ça faisait des espèces d'arc-en-ciel sur ma caméra, voilà. Si tu es artiste toi aussi et que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, fais-moi part s'il te plaît de ton identité visuelle, peut-être de ce que tu vois chez toi dans ton travail, des thématiques que tu aimes, que tu as envie de travailler ou que tu travailles déjà, et aussi des médiums que tu utilises, parce que ça m'intéresse de savoir, et si tu as envie qu'on en discute, moi, c'est toujours avec plaisir. Également, si tu as des choses à dire par rapport à ma vidéo, des choses que potentiellement je n'aurais pas dites, n'hésite pas à les dire en commentaire, parce que je lis les commentaires et je sais que je ne suis pas la seule. Également, vous aussi, vous lisez des fois les commentaires et vous pouvez tomber sur des choses intéressantes. C'est aussi justement intéressant qu'on partage nos connaissances les uns les autres. Donc, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Dans la politesse et la bienveillance, bien évidemment. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi. Ça faisait longtemps, mais j'ai encore fait un cœur moche. C'est pas possible.